Tout a commencé par une tache de rouge à lèvres, une minuscule tache sur le col de son chemisier qu'elle a prise pour la sienne, même si je savais que ce n'était pas le cas. Je lui avais acheté ce rouge à lèvres à Noël dernier, un rouge cramoisi intense qu'elle ne portait que pour les grandes occasions. Mais ce n'était pas une occasion spéciale. C'était mardi, et son chemisier n'était pas assorti à son pantalon. Pour quelqu'un d'aussi méticuleusement habillé que Catherine, ce décalage fut mon premier indice. Pendant des semaines, j'ai vécu dans une agonie silencieuse. Les textos tard le soir qu'elle dissimulait derrière un écran incliné, le besoin soudain de s'abonner à une salle de sport alors qu'elle détestait le sport, et les rires, légers et insouciants, que je n'avais pas entendus depuis des années, étouffés derrière des portes closes. Tout cela dessinait un tableau que je ne voulais pas voir. Je ne l'ai pas affronté, pas tout de suite. Non, la confrontation aurait été trop simple, trop bruyante. Au lieu de cela, je suis devenu un fantôme, flottant dans notre vie commune, observant dans l'ombre. J'ai remarqué la légère odeur d'eau de Cologne qui n'était pas la mienne qui persistait sur ses foulards, la façon dont son téléphone la quittait sans cesse, même sous la douche, et son nouveau goût pour les longues promenades seules. Le point de rupture est arrivé un samedi, lorsqu'elle a prétendu avoir une réunion de travail. C'était absurde. Qui organise des réunions de travail le week-end? Mais j'ai joué le jeu, je l'ai embrassée sur la joue et je l'ai regardée partir dans une robe bien trop élégante pour un cadre de bureau. Je la suivis. Elle ne remarqua pas ma voiture, plusieurs longueurs derrière la sienne, alors qu'elle se dirigeait vers un restaurant chic de la ville. Je me garai discrètement, le cœur battant la chamade. À l'intérieur, à travers de larges baies vitrées, je l'ai vue. Elle était assise à une table pour deux, riant et penchée en avant, la main posée sur le bras d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il était élégant, beau, mais d'une manière suffisante et excessivement soignée, et il la fixait comme si elle était la seule femme au monde. Assis dans ma voiture, j'étais agrippé au volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. La trahison était une douleur physique, un nœud se serrant dans ma poitrine à chaque seconde qui passait, mais la colère laissa vite place à quelque chose de plus froid, plus vif, plus résolu. Si elle voulait détruire ce que nous avions construit ensemble, elle ne pourrait pas le faire à ces conditions. Elle ne s'en sortirait pas indemne. Le plan a commencé à prendre forme ce soir-là. Je suis rentré chez moi, j'ai préparé le dîner et j'ai attendu son retour. À son retour, rouge et rayonnante, elle m'embrassa pour me dire bonjour et je me forçai à sourire. Ces mensonges avaient un goût amer sur mes lèvres. « Comment s'est passée la réunion ?» demandai-je d'une voix posée. « Épuisant », dit-elle en me frôlant. « Je vais prendre une douche rapide. » Je la regardais s'éloigner, mon esprit calculant déjà les pas à venir. Au cours des semaines suivantes, je me suis préparé méticuleusement. Chaque détail devait être parfait, chaque geste précis. Je ne cherchais pas seulement à me venger. Je préparais une expérience qu'elle n'oublierait jamais. J'ai d'abord engagé un détective privé. J'avais besoin de preuves concrètes, non seulement pour moi, mais pour le monde entier. Les photos et les enregistrements qu'il me fournissait étaient accablants. Rencontres clandestines, embrassades passionnées et conversations chuchotées. J'éprouvais une satisfaction perverse à chaque dossier qu'il me remettait. Ensuite, j'ai commencé à collectionner des souvenirs de notre vie commune. L'album de mariage, les lettres d'amour qu'elle m'avait écrites, et même l'étiquette de notre premier rendez-vous au cinéma. Ces souvenirs n'étaient pas pour elle. Ils étaient pour moi un rappel de ce pourquoi je me battais, de ce qu'elle avait jeté si négligemment. La boîte était la touche finale. Un simple coffre en bois, poli et élégant, avec un loquet en laiton qui brillait sous la lumière. Je l'ai rempli de souvenirs de notre vie commune, ainsi que des preuves de sa trahison. C'était à la fois un cadeau et une déclaration. Une boîte de Pandore qui allait révéler les conséquences de ses actes. Le soir de la révélation, c'était son anniversaire. J'avais prévu un dîner raffiné à la maison, cuisinant ses plats préférés et décorant la table avec des bougies et des fleurs. Elle est arrivée, surprise et ravie, les yeux illuminés par l'effort que j'avais fourni. L'espace d'un instant, j'ai ressenti une pointe de nostalgie, un désir ardent pour la femme dont j'étais tombé amoureux, celle avec qui je pensais passer l'éternité. « C'est incroyable », m'a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. « Tu es trop bon pour moi. »« Tu le mérites », répondis-je en forçant un sourire. Nous manguâmes dans un silence relatif, le cliquetis des couverts comblant le vide qui régnait autrefois entre nos conversations. Elle ne sembla pas remarquer mon air réservé, trop absorbé par le vin et l'ambiance. Après le dessert,
Je lui ai tendu la boîte. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle l'a prise, son regard se posant sur le mien avec une pointe d'incertitude. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. « Un cadeau, dis-je, quelque chose pour te rappeler de nous. » Elle ouvrit lentement la boîte, ses doigts caressant le bord du couvercle. En voyant le contenu, son expression passa de la confusion à l'horreur. Les photos, les lettres, les preuves de sa trahison s'étalaient devant elle, flagrantes et indéniables. Son visage pâlit et ses mains tremblèrent si violemment qu'elle faillit laisser tomber la boîte. « Je ne comprends pas, balbutia-t-elle. « Ne fais pas ça, dis-je d'une voix calme mais glaciale. Tu m'as menti, Catherine. Tu nous as menti à tous les deux. » Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle s'efforçait d'expliquer, de justifier, de nier, mais ses excuses ne m'intéressaient pas. Je la laissai errer, la regardant prendre conscience de ses actes. « Je te faisais confiance, dis-je enfin, la voix brisée. Je t'ai tout donné, et c'est comme ça que tu me remercies ?» Elle implora son pardon, jurant que c'était une erreur, un moment de faiblesse. Mais ses paroles sonnaient creux, promesses vaines de la part d'une femme qui en avait déjà trop brisé. La phase suivante de mon plan se déroulait au cours des semaines suivantes. J'ai demandé le divorce, présentant les preuves nécessaires pour que la procédure soit en ma faveur. J'ai déménagé, ne prenant que ce qui m'appartenait et la laissant gérer les conséquences de ses décisions. Mais ma vengeance ne s'est pas arrêtée là. J'ai envoyé les preuves à la femme de son amant, en signe de solidarité et de vengeance. Les conséquences ont été spectaculaires, des carrières ruinées, des amitiés brisées et des réputations ternies. Catherine a essayé de sauver le peu qui lui restait, mais le mal était fait. Elle était exposée, vulnérable et complètement seule. Quant à moi, j'ai trouvé du réconfort dans ce chaos. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de reconquérir ma vie, ma dignité et mon avenir. J'ai continué à avancer, à reconstruire à partir de zéro, plus forte et plus sage grâce à cette expérience. Au final, la trahison de Catherine fut un mal pour un bien. Elle m'a libéré d'une vie de mensonges et m'a donné la force de prendre un nouveau départ. Et si les cicatrices demeurent, elles me rappellent ce que j'ai enduré et surmonté.